Monsieur le Dr Chipot, merci au président et secrétaire perpétuel des deux académies de m'avoir donné l'occasion de raconter ici les confidences que m'a faites le SIDA, si j'en suis le président de l'Académie de médecine. En fait, naturellement, le SIDA m'a fait bien peu de confidences, mais en tant que praticien collectif, c'est-à-dire membre d'une organisation médicale, d'aide médicale qui s'est beaucoup investi dans cette question, dans cette épidémie, les questions qui ont surgi à cette occasion, et on est bien placé en ce moment pour voir à quel point les épidémies font surgir des questionnements, des interrogations, des nouveaux problèmes. Ces questions-là, donc, ont été nombreuses pendant toute cette période. J'aurais pu, par exemple, évoquer une nouvelle situation médicale qui a été fort intéressante, à savoir la naissance de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la démocratie sanitaire, à savoir l'implication des patients et de leurs proches dans la définition des protocoles, même dans la limitation, dans la définition des cadres éthiques des essais cliniques, domaine jusqu'alors réservé exclusivement aux praticiens médicaux et qui a été donc considérablement élargi. Jusqu'à quel point cette démocratie sanitaire a irrigué d'autres domaines de la pratique médicale, ça reste à discuter. Mais en tout cas, c'était une question, c'était une nouvelle question, une nouvelle façon de faire qui a émergé avec le SIDA. De même, il aurait été tout à fait possible de noter, de souligner l'impressionnante progression des connaissances qui ont fait que entre le début des années 80, où apparaît un nouveau syndrome qui s'appelait le cancer gay, au départ, je le rappelle, totalement inconnu, puis la découverte du virus, son séquençage, et l'arrivée d'un médicament qui a transformé une maladie qui était létale en l'espace de 2 ou 3 ans en une maladie devenue chronique avec laquelle il est possible de vivre, de retrouver une autonomie sociale, économique, affective. Bref, des progrès quand même tout à fait impressionnants et qui sont réconfortants quand on constate une partie du paysage fait de ruines dont, par exemple, on a eu quelques aperçus tout à l'heure. J'aurais pu également, et c'est tout de même pour moi, ces prétéritions sont tout de même l'occasion d'aborder des questions qui me semblent très importantes dans le SIDA et ce qu'on a pu en apprendre. On peut aborder la question plus historique, mais également scientifique, enfin biologique, du SIDA comme phénomène iatrogénique ou iatrogène, je ne suis pas trop sûr du mot. Disons que le SIDA a comme conséquence putative de grandes campagnes de santé publique. Je pense aux premières campagnes d'éradication de la maladie du sommeil dans les années 20-30 ou à la généralisation de perfusion et de vaccination par injection dans les années 60-70 qui, semble-t-il, ont joué un rôle important dans l'explosion du SIDA, rôle bien plus important que la supposée frénésie sexuelle des Africains qui aurait été la cause cachant tout de même une vision coloniale, raciste, assez peu dissimulée. J'aurais pu également, et j'en termine là pour la litanie des sujets que je n'aborderai pas, mais que tout de même je cherche à évoquer rapidement devant vous, la faible réactivité de l'OMS, qui renvoie d'ailleurs à celle dont elle a fait preuve au moment de l'épidémie d'Ebola. Faible réactivité qui a été plus ou moins compensée, avec d'ailleurs de nombreux inconvénients et quelques avantages, par la multiplication d'institutions telles ONU-SIDA, le Fonds global, UNITAID, institutions qui ont en quelque sorte... Merci, pardon. Institutions qui ont en quelque sorte comblé les vides laissés par l'OMS. J'essaierai d'y revenir si le temps m'en est compté. Mais j'ai choisi d'adopter un autre point de vue, un autre angle d'attaque, qui est celui d'un acteur privé, donc Médecins sans frontières, car c'est évidemment à ce titre que je suis ici,
un acteur privé impliqué dans la campagne de généralisation de l'accès aux antirétroviraux et donc du bras de fer qui s'est joué à l'époque avec quelques institutions, mais surtout avec disons, une partie de l'industrie pharmaceutique. Je rappelle, je disais au début de mon intervention que très rapidement, des médicaments extrêmement actifs, extrêmement efficaces contre le sida ont été produits. Ce sont les fameuses trithérapies d'antirétroviraux, donc j'appellerais antirétroviraux maintenant. Disons qu'à peu près en 95, 96, on a la disponibilité, enfin ces médicaments existent, sont disponibles, peuvent être produits en grande quantité, mais que pour des raisons commerciales assez évidentes, de protection de la propriété, de sanctuarisation des marchés pharmaceutiques, ces médicaments ont été réservés aux patients du Nord. Et c'est alors qu'une campagne parfaitement justifiée au demeurant, dans laquelle je continue de me reconnaître, qui s'appelait les malades sont au sud, les médicaments sont au nord. C'est alors donc que cette campagne a commencé à se développer, même s'il y avait évidemment des malades au nord. Quantitativement, c'était largement en Afrique que l'épidémie avait progressé jusqu'à faire des ravages comptant par des millions et des millions de morts. Cette campagne s'est heurtée à une opposition très dure de la part de quelques autorités politiques et de la part de l'industrie pharmaceutique. La porosité entre autorités politiques et industrie pharmaceutique étant d'ailleurs extrêmement problématique, et ce n'est pas pendant l'épidémie de Covid que l'on pourra dire le contraire si l'on examine par exemple la politique de prix des vaccins aujourd'hui et les profits ébouriffants et révoltants qui sont faits à partir de la mise en application de la recherche publique par des institutions privées. Il y a là tout de même un problème sérieux. Et bien cette porosité, on l'observait déjà au moment de cette campagne sur l'accès aux antirétroviraux. Mais elle était faite, disons, en gros, de deux types d'arguments, un argument de santé publique et un argument d'ordre économique relevant de l'économie de la recherche. L'argument de santé publique, il est celui de la mise en doute de la compliance de patients, pour la plupart illettrés, incapables de se situer dans un cadre durable avec la nécessité de prendre des médicaments à heure fixe, de ne pas louper une prise de médicaments, de retrouver des lieux d'approvisionnement et de suivi de la maladie. En gros, la plupart des gens en Afrique, notamment en Afrique rurale, n'ont pas de montre, donc ils ne sont pas capables de prendre des médicaments à heure fixe, ils ne sont pas alphabétisés, donc pas à même de comprendre où est leur intérêt bien placé, à savoir une prise régulière de médicaments et un suivi clinique non moins régulier. À cela venait s'ajouter, enfin comme conséquence évidente, l'apparition de résistance et donc la mise en danger d'une thérapeutique extrêmement efficace dont l'efficacité pouvait être amoindrie, voire annulée par cette générosité mal placée. Comme toujours, la question des intentions et des résultats était mise en route. Tout le monde est pour que tous les patients soient traités, mais le risque de favoriser des résistances est tel qu'il vaut mieux s'abstenir de traiter. Je rappelle que c'est la politique qui a prévalu en matière de tuberculose jusqu'au début des années 2000 et qu'un grand nombre de patients tuberculeux qui pouvaient être traités dans le monde ont été littéralement condamnés à mort par le slogan « Better not treat than mistreat ». Mieux vaut ne pas traiter que maltraiter, ce qui était une sorte de procès d'intention fait à des centaines de milliers de malades que l'on accusait d'être incapables de suivre un protocole sérieux.
Donc, ça n'est pas tout à fait nouveau, mais ça prenait une dimension particulièrement aiguë, particulièrement intense à ce moment, compte tenu de l'importance, disons, compte tenu du rayonnement social, médiatique, politique de cette épidémie à l'échelle mondiale. Le deuxième argument, qui venait en quelque sorte compléter le premier, était celui de la protection de la propriété intellectuelle, qui faisaient d'ailleurs à l'époque l'objet de discussions au sein de l'OMC et qui ont permis ensuite d'obtenir une possibilité de licence obligatoire dont il est également beaucoup question au moment de l'épidémie de Covid. Cette propriété intellectuelle était censée protéger l'innovation et donc les capacités de financement de la recherche de l'industrie pharmaceutique, ce qui est un argument qui mérite d'être pris en considération et qui est loin d'être faux, mais qui est loin de recouvrir toute la vérité également. Il est quelque part entre les deux, ne serait-ce que parce que l'on peut constater que la plupart des grandes innovations qui se sont produites, que l'on a vu surgir au cours, disons, des 70 dernières années, ont surgi en dehors de toute protection de la propriété intellectuelle, hein, que l'on pense aux grandes classes de médicaments qui se sont succédés jusqu'au milieu des années 70, on verra que les brevets et la protection de la propriété intellectuelle étaient loin d'être développés comme ils le sont aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est très largement la recherche publique, y compris pour les antirétroviraux ou les ARN messagers, pour parler d'enjeux contemporains, qui est à l'origine de ces progrès, qui en a permis l'éclosion et la marche rapide. Mais enfin, la question de la propriété intellectuelle se posait effectivement, les labos estimant que si l'accès si la production générique des antirétroviraux voyaient le jour, c'était la ruine de leurs efforts et peut-être la fin de l'industrie pharmaceutique. On voit que 20 ans après, il n'en est rien et qu'au contraire, elle est particulièrement prospère, notamment par les temps qui courent. Toujours est-il que c'est dans ce contexte de polarisation argumentaire, politique, éthique extrêmement forte que survient un événement qui va apparemment renverser la situation, c'est-à-dire le procès de Pretoria en 2001, procès qui est dû à la volonté de 39 compagnies pharmaceutiques d'intenter donc un procès aux autorités sud-africaines qui avait organisé l'importation dite parallèle. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi elle s'appelait parallèle. En tout cas, elle était considérée comme illégale d'antirétroviraux en provenance d'Inde. Hein, je rappelle à ceux qui ne savent peut-être pas que l'Inde est un très grand de l'industrie pharmaceutique, notamment de l'industrie générique, et que l'industrie pharmaceutique compte parmi, disons, les valeurs nationales indiennes, un peu comme à une époque Renault ou le CEA ont été des valeurs nationales en France. Eh bien, l'industrie, et notamment l'industrie du générique, qui a fait qu'on a pu appeler l'Inde la pharmacie du tiers-monde, est extrêmement importante à la fois symboliquement, mais aussi économiquement en Inde. Et donc l'Inde fournissait l'Afrique du Sud, particulièrement touchée, comme on le sait, par l'épidémie de sida, en antirétroviraux. Ces 39 compagnies pharmaceutiques ont jugé utile de poursuivre les autorités sud-africaines qui, à l'époque, étaient encore marquées par cette libération, le démantèlement de l'apartheid, la présidence de Nelson Mandela, bref, qui bénéficie encore d'une aura politique qu'elle a sans doute pas mal perdue, en tout cas qui s'est fanée ces dernières années, mais qui était considérable à l'époque. Une campagne importante avec l'appui des médias a été engagée par un certain nombre d'associations, dont par un certain nombre d'ONG, dont Médecins sans frontières, Oxfam et Treatment Action Campaign. Je la cite parce que cette triade-là était vraiment importante. Treatment Action Campaign est moins connue que Médecins sans frontières et Oxfam, mais était une ONG extrêmement importante, sud-africaine, extrêmement importante,
animé notamment par des militants de l'ANC, anciens combattants anti-apartheid, bénéficiant donc d'une considérable légitimité politique et d'une aura éthique remarquable, et qui ont d'ailleurs fait un travail de mobilisation extrêmement important, cette association étant dirigée par des gens qui étaient eux-mêmes séropositifs et qui refusaient de se traiter alors qu'ils le pouvaient, tant que la disponibilité en antirétroviraux ne serait pas générale dans leur pays. Donc, qui mettaient en quelque sorte leur vie dans la balance pour ça. Ça donne une idée de la ferveur, de l'intensité des débats qui avaient lieu. Cette campagne a été couronnée de succès puisque les compagnies pharmaceutiques ont abandonné le sujet. La campagne s'appelait Drop the Case. Les campagnes pharmaceutiques ont effectivement laissé tomber le cas, c'est-à-dire abandonné leur poursuite et donc capitulé assez piteusement en race campagne, qualifiant en privé, voire en semi-public, ce procès, enfin cette tentative de procès, d'erreur calamiteuse, de faute de communication considérable. Et c'est à ce moment-là que les antirétroviraux ont été accessibles et que peu à peu, en l'espace de quelques années, un déploiement de moyens pour combattre l'épidémie, ou en tout cas d'ailleurs, enfin, soigner les malades et combattre l'épidémie, ce qui, dans le cas du sida, revenait à peu près au même, puisqu'on obtenait des charges virales nulles et donc une interruption de la transmission par les vertus thérapeutiques des antirétroviraux. Donc, résultat magnifique, hein, qu'on aimerait voir dans d'autres domaines, en tout cas qui était manifeste là. Alors, on pourrait dire, ben voilà, une avancée à la fois de la morale et du bon sens, enfin à la fois la solidarité avec des populations qui ont besoin de se traiter et qui n'en ont pas les moyens, et en plus l'amélioration de la sécurité collective par l'endiguement d'une épidémie cataclysmique. Oui, en effet, mais je crois que c'est pas tout à fait suffisant pour expliquer ce renversement de l'épidémie, car un événement moins bruyant, mais tout à fait essentiel, s'était produit également. Cet événement moins bruyant, c'était la remise d'un rapport rédigé par la Rand Corporation, qui est une sorte d'annexe privée, un think tank œuvrant pour la CIA aux États-Unis, un rapport sur les conséquences du sida dans le monde, rapport qui n'a rien d'une affaire d'espionnage. Hein. Je dis ça parce que quand on parle CIA, on pense évidemment espionnage à juste titre, mais il n'y a pas que de l'espionnage dans la CIA, il y a aussi ces rapports sur la sécurité qui sont tout à fait publics et qui n'ont rien donc d'une James Bonderie dévoyée vers l'épidémie. Donc ce rapport de la Rand Corporation faisait état d'un risque pour la sécurité collective, d'un risque pour la stabilité politique qui devenait majeur et s'appuyait sur, par exemple, un certain nombre de précédents, notamment le génocide Tutsi du Rwanda en 1994, avec la constitution de milices prêtes à aller monter jusqu'aux extrêmes. Je ne fais pas mienne cette interprétation du génocide Tutsi, je le dis tout de suite, mais en tout cas, je trouve intéressant qu'elle figure dans cet argumentaire, au sens où une jeunesse privée d'avenir, considérant qu'elle était immanquablement séropositive et donc promise à une mort certaine, allait se servir sur la bête, ne connaissait plus aucune limite dans l'exercice de la violence ou de la prédation auquel elle se livrait. Donc cette question-là, à tort ou à raison, faisait partie de l'argumentaire, mais plus largement, c'était les élites urbaines ou les élites urbanisées qui étaient largement atteintes par le sida, donc professeurs, administrateurs, ministres, contrôleurs aériens, policiers, militaires, enfin tous les gens qui assurent la stabilité, la continuité d'infrastructures étatiques, y compris en permettant aux avions d'atterrir et de décoller et aux lycéens de suivre des cours. Tout cela était mis en question par le sida.
Donc, cette question de la sécurité était extrêmement importante, tenait une place essentielle. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné la mise à disposition du plus gros budget de l'histoire de la santé publique, le PEPFAR, hein, le budget du président des États-Unis, qui a mis 15 milliards de dollars sur la table à dépenser dans les premières années du XXIe siècle, entre 2000 et 2015. Pour contenir et refouler le sida. Donc, il y a là une triangulation que je trouve très importante, qui est en fait le point presque conclusif de mon intervention, à savoir qu'on a vu une sorte de dynamique qui finalement a convergé, est devenue convergente, entre, d'une part, des progrès scientifiques notables, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé au début, le dévoilement clinique, biologique, et puis ensuite le progrès thérapeutique qu'ont permis les progrès précédents, donc la mise au point des trithérapies antirétrovirales. Deuxièmement, une mobilisation humanitaire, que des ONG de types différents, soutenues par l'opinion, en tout cas soutenues par les médias, a permis de développer considérablement. Et enfin, une crainte sécuritaire qui a poussé des États à intervenir. Ça met de côté l'argument dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui de l'éventuelle non-compliance et des éventuelles résistances que la généralisation de l'usage des ARV entraînerait en Afrique en particulier. Je fais juste une parenthèse pour dire que Médecins sans frontières, et c'est quand même un point important à porter au crédit de cette institution, que Médecins sans frontières a pris sur elle de démontrer, avant même d'être sûr du résultat, que cet argument de la non-compliance et donc de la menace de résistance ne tiendrait pas la route, et qu'on s'engageait à le démontrer. On ne pouvait pas le savoir au début, il y avait une dimension de pari, peut-être de bluff même, au sens du poker, du bluff, mais en tout cas c'est un pari qui a été vérifié, un pari dont les bases ont été confirmées, et on a un très bon niveau de compliance dans les programmes SIDA que nous entretenons en Afrique, avec des résultats en matière d'endiguement de l'épidémie et d'allongement de l'espérance de vie et de résultats cliniques qui sont tout à fait comparables à ce que l'on observe dans les pays développés. Donc, de ce point de vue-là, la question était gagnée. Mais j'en reviens à mon propos principal, qui est celui de cette triangulation qui, personnellement, m'est venue à l'esprit en croisant des travaux d'anthropologues que je trouve extrêmement utile à la compréhension des enjeux, de ces phénomènes. Le premier d'entre eux, c'est un homme qui est devenu très célèbre entre-temps, Bruno Latour, philosophe et anthropologue, qui interprétait la victoire du pasteurisme, non pas comme le triomphe d'une vérité scientifique sur l'obscurantisme, qui est un peu, disons, le récit épique qu'on aime à se raconter, la vérité venant à bout de l'erreur ou du mensonge. Bruno Latour interprète ça de façon plus sociologique et historique, en faisant du pasteurisme un objet qui se trouve au croisement de plusieurs secteurs, de plusieurs tendances, de plusieurs mouvements sociaux, c'est-à-dire à la fois un mouvement scientifique bien réel, dont Pasteur était le tenant, le représentant, avec une découverte scientifique robuste, la relation entre micro-organismes et infection, évidemment, mais également avec deux autres courants qui n'ont rien à voir, qui sont totalement indépendants de cela, qui est un courant, disons, philanthropique, hygiéniste,
qui s'est considérablement développé au XIXe siècle. Je n'insiste pas là-dessus, mais en plus, à la fin du XIXe siècle, dans le contexte du redressement national, après la défaite de Sedan, la défaite de 70, l'affrontement avec la Prusse, l'Allemagne, donc cet hygiénisme est particulièrement fort, mais il est aussi renforcé par tout un mouvement philanthropique en rapport avec le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux-chrétiens, où l'on fait des relations entre misère et mortalité, ce qui est une nouveauté dans l'histoire de la compréhension des phénomènes pathologiques. Donc ce courant-là est extrêmement important au XIXe siècle. Et enfin, troisième courant, qui n'a rien à voir avec les deux premiers, qui est celui des promoteurs immobiliers, qui ont des grands projets de rénovation urbaine, dont on connaît l'importance dans le Paris de la fin du XIXe siècle, et qui voit dans la lutte contre l'habitat insalubre et les germes qu'il comporte une aubaine de business, donc de promotion immobilière. Donc on voit découverte scientifique, mouvement philanthropique, intérêt économique, voilà ce qui constitue une sorte d'espace politique nouveau à l'intérieur duquel des innovations peuvent se transformer en pratiques sociales à grande échelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas un nouveau modèle. J'étais particulièrement intéressé, enfin, j'ai trouvé très intéressantes les interventions antérieures, mais il y avait notamment sur le Niger, à la fin du XIXe siècle, une autre initiative tout à fait comparable qui a été mise en évidence par un autre, lui, un médecin anthropologue, Didier Fassin, qui a étudié l'œuvre dite de la goutte de lait, qui s'est installée au Niger et en France de façon simultanée. Œuvre de la goutte de lait qui consistait à distribuer du lait aux enfants de façon quotidienne pour complémenter leur ration calorique et leur ration nutritive, qui était considérée à juste titre comme insuffisante ou inadaptée et cause de mortalité. Eh bien, lui aussi voit dans l'œuvre de la goutte de lait et ses réalisations qui ont été tout de même assez considérables, même si elles n'ont pas eu beaucoup de suite. Après, ils ont été oubliés et puis réactivés par Mendes France dans les années 50. Mais il s'agissait donc de la pasteurisation du lait. Pasteur est encore là, c'est plus directement en rapport avec ces découvertes. La pasteurisation du lait, le mouvement philanthropique de défense de l'enfance, la lutte contre la morbidité et la mortalité infantile, là aussi on retrouve cela. Et troisième facteur, un peu différent, l'angoisse démographique des dirigeants politiques français qui voyaient aussi bien au Niger, je le signale, qu'en France, un déficit démographique problématique, insuffisance de manœuvre pour exploiter les terres coloniales conquises en Afrique subsaharienne et insuffisance de futurs soldats pour assurer la défense du territoire contre les menées agressives de l'Allemagne et dans le but de récupérer évidemment l'Alsace et la Moselle, dont chacun sait qu'elles tenaient éveillés les patriotes français de l'époque. Donc on voit quelque chose de commun, un modèle qui s'est constitué là, avec un renversement du paradigme de la résistance et de l'économie du médicament. C'est sur les deux à la fois, c'est intéressant et important de le noter. Du fait donc à la fois de cette nouveauté scientifique que constituent les ARV, de la mobilisation humanitaire des ONG et des médias, et enfin de la préoccupation sécuritaire exprimée par ce rapport fourni par la CIA au président des États-Unis et largement partagé avec d'autres dirigeants. Donc, si ce modèle a ses limites, il suffit de penser au climat, au film Don't Look Up, si vous l'avez vu. On voit qu'on devrait théoriquement avoir des
possibilité de parallèle, mais visiblement, le climat et la catastrophe qui nous guette ne constituent pas un enjeu aussi pressant qu'on pourrait le penser. Mais en tout cas, cela nous indique les conditions nécessaires et non suffisantes, mais presque impératives à des changements de conception. Il nous dit beaucoup de choses, mais il ne nous dit pas tout. Et c'est bien cela que je voulais dire. J'ajouterais, et j'étais d'ailleurs très content parce que ça n'est pas si rare, ça n'est pas si fréquent que cela. J'ajouterais qu'aux différents thèmes plutôt que j'ai évoqués au début de mon intervention, qui valent aussi pour cela, que là on aurait pu ajouter la question, disons, de la gouvernance locale et de la corruption. Et dans les 2-3 dernières interventions, cet enjeu a été soulevé. Quand on pense à la réponse de Ebola et du Covid, notamment en RDC ces 2-3 dernières années, avec des détournements massifs qui se comptent par milliards de dollars, la protestation intense des populations locales extrêmement conscientes de ces détournements, révoltées par ceci, et qui du coup s'en prennent à des équipes sanitaires qui ne sont pas nécessairement impliquées dans ces détournements, mais qui en payent le prix. On voit à quel point la lutte contre les épidémies revêt aussi cette dimension politique au ras du terrain et pas simplement dans la sphère des concepts. Mais c'est une histoire un peu différente et je ne vais pas m'y engager. Je vais donc m'arrêter là en vous remerciant de votre attention. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Un tout petit point, M. Broman, à votre place, il y a 15 jours, Denis Mukwege était là est venu nous parler du viol comme arme de guerre. Dans son livre, il a évoqué bien sûr la guerre et le massacre de Tutsi. Je ne suis pas sûr qu'il ait incriminé le sida comme cause éventuelle de cette guerre. Seulement pour mettre les choses au point. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé de M. Baumann? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez évoqué plusieurs fois les similarités ou bien des correspondances entre les inégalités au niveau des accès au ARV, SIDA et maintenant le Covid, où il y a quand même certaines tensions qui sont très similaires. Pendant qu'il y a, quand on regarde en avril ou mai 2020, quand on voyait qu'il y avait peut-être des vaccins qui allaient être disponibles, il y avait quand même beaucoup de voix politiques inclus qui, se basant, je pense, quand même sur l'expérience SIDA, disaient on veut plus être dans cette situation, on va le faire différemment. Il y a eu un appel appuyé par des politiciens, des gens importants, disons, pour que ce vaccin devenaient des people's vaccines, des vaccins de peuple, des biens communs, des biens publics. On a évoqué plein de termes qui indiquaient qu'on voulait le faire différemment cette fois-ci, mais visiblement, ça ne s'est pas vraiment produit. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions ou des propositions pour comment on pourrait créer ce moment de convergence de certaines choses? Qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci, qu'on n'a pas pu affirmer ce que beaucoup de gens ont quand même dit politiquement, ce qui était du jamais vu ou jamais entendu? C'est effectivement un problème très important parce qu'il concerne, d'une certaine manière, toute l'économie du médicament. On a vu également avec le Sofosbuvir, avec sur la question de l'hépatite C, cette question se reposait, un médicament qui coûtait, je crois, une centaine de dollars à la production et qui était vendu 70 000 dollars le traitement, au motif que il assurait une guérison définitive pour une maladie qui jusqu'alors était quasiment incurable. Ce n'était donc pas le coût de production, mais les avantages attendus de ce médicament qui permettait à ces producteurs ou aux détenteurs du brevet, parce que c'est plutôt comme ça qu'on pourrait les appeler, de fixer leur prix. Donc on a vu au cours de ces 30 dernières années la fixation du prix du médicament changer de modèle. Elle était auparavant alignée sur les façons de faire
ordinaire, c'est-à-dire un coût de production, un coût de marketing, bref, un coût de revient global, même calculé large, plus une marge bénéficiaire permettant de rémunérer les actionnaires, de réinvestir dans d'autres recherches. Et voilà comment se construisait le prix d'un médicament. Aujourd'hui, de façon explicite, mais totalement opaque, le paradoxe n'est qu'apparent, explicite parce que c'est reconnu, mais opaque parce qu'on ne connaît pas les modalités de calcul, la fixation du prix des médicaments est totalement décorrélée de la fixation, enfin du coût de production et du coût de revient du médicament, et indexée sur l'intérêt social et les capacités d'absorption évaluées par les producteurs du médicament. Et cela, c'est accepté par des États qui sont les principaux acheteurs au départ, du fait que l'usage du médicament est encadré et accompagné, assorti de remboursement, etc. Et je ne vois pas d'autre explication que, d'une part, la capacité d'influence. L'industrie du médicament est l'industrie qui paye le plus grand nombre de lobbyistes à Bruxelles, premier marché mondial du médicament, à Bruxelles, pour assurer le respect, assurer que ces politiques soient suivies. Donc je ne vois pas d'autre explication que la capacité de pénétration de l'industrie pharmaceutique des autorités gouvernementales assortie de l'entretien d'une opacité énorme. Et même quand cette opacité est levée, d'ailleurs, la fixation du prix du vaccin BioNTech Pfizer est éloquente là-dessus. Pfizer a reconnu que le prix de revient était d'environ 5 $ l'unité. D'autres calculs, notamment de Médecins sans frontières, établissent plutôt le prix de revient à quelque chose de l'ordre de 1 $, mettant que la réalité soit quelque part entre les deux. Ça ne les empêche pas, après avoir vendu leur première lot de vaccins 15 $, de demander maintenant une augmentation et de passer à 20 $, alors qu'on a vu qu'il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars de profits qui ont été réalisés par Pfizer. Donc un tel cynisme, un tel culot mérite d'une certaine manière d'être récompensé. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Oui, Madame Kervedan. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Merci, Ronnie, pour ton intervention. Ce que je voulais partager, c'est qu'il y a eu un autre élément à l'origine de l'identification du sida à une menace pour la sécurité internationale. C'était la prévalence du VIH chez les soldats sur le continent africain, dans plusieurs pays. Études qui étaient coordonnées à l'époque par l'Afrique du Sud et au début des années 90, et qui ont montré que la prévalence VIH chez les soldats, donc des armées de différents pays, était 3 fois plus élevée que la population générale, que la prévalence dans la population générale. Et donc l'idée est venue à ces États et surtout à l'Afrique du Sud, dont les services de renseignement, pour revenir à ce que tu disais, étaient en collaboration avec les services de renseignement des États-Unis, collaboraient bien sûr, a été de dire nous allons nous retrouver dans une situation où nous n'allons plus pouvoir mobiliser les soldats du continent dans les forces de maintien de la paix de plusieurs conflits sur le continent. De là aussi est venue l'idée de pandémie sida égale problème de sécurité pour l'Afrique, mais aussi pour les États-Unis et pour le monde entier. Et donc la collaboration Afrique du Sud-États-Unis qui a saisi le Conseil de sécurité, donc Bill Clinton a saisi le Conseil de sécurité parce que la menace, en faisant du sida une question de sécurité internationale au sens propre, pas au sens figuré, la maladie sida, du coup, relevait du mandat du Conseil de sécurité. Et de là, donc, on connaît l'histoire de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies, etc.
mais qui sont à l'origine du paradigme de la coopération sanitaire internationale qui dure depuis le début des années 2000, dont le sida est à l'origine et qui est à l'origine donc du paradigme de la santé mondiale et qui a complètement imprégné l'observation, la riposte, toutes les réactions face à la pandémie de Covid-19. Et pour moi, cet amalgame de paradigme ou de réaction, enfin de pensée Covid-19 comme on a pu penser VIH alors qu'on a affaire à un virus complètement différent qui n'a pas du tout la même structure, etc., a empêché, à mon avis, la communauté des scientifiques, mais aussi la communauté de santé publique, à chercher et à trouver des choses qui se rattachent spécifiquement au virus et à la pandémie Covid-19. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte absolument de ce paradigme VIH pour innover dans le domaine de la détection et de l'émergence des épidémies et pour l'avenir surtout, parce que tu vois, on l'a vu, hein, la plupart des experts mobilisés, président du conseil scientifique, etc., Covid-19, sont des personnes VIH depuis 30 ou 40 ans. Donc, je crois qu'il faut absolument qu'on sorte de ça et qu'on innove et qu'on renouvelle la pensée scientifique, les hypothèses, les ripostes pour venir à bout, mais aussi pour relever les défis des pandémies qui arrivent. Merci, Ronnie, qui m'écoute. Oui, ben écoutez, c'est un commentaire plutôt, je pense, qu'une question. Donc, je veux remercier M. Baumann et je vais demander à M. Danis de bien vouloir conclure cet après-midi absolument passionnante.